Bonjour, tu es étudiant et tu crois en ton succès, alors tu es au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons parler de la rédaction d'une carte d'environnement de vie. C'est un outil qui permet de lever des obstacles psychologiques qui pourraient te barrer la route vers le succès. Alors, si tu es intéressé, ne bouge pas et on se retrouve juste après ça. Merci d'être resté. Comme je te le disais, nous allons aborder dans cette formation la rédaction d'une carte d'environnement de vie. Je t'ai dit que cet outil permettait de lever des obstacles qui pourraient t'empêcher de faire ce que tu veux faire. La première chose que nous devons savoir, c'est quelle est l'utilité véritable de cette carte d'environnement de vie. Eh bien, dans ton existence, tu dois ressentir souvent des murs d'énergie négative qui t'occasionnent de la souffrance ou alors qui t'empêchent de faire les choses que tu voudrais réaliser. Tu te rends compte que malgré le fait que tu cherches des solutions, tu as l'impression d'être enfermé toujours dans les mêmes rôles, de recommencer toujours les mêmes erreurs et de ne pas être capable de trouver les solutions. Comme tu le sais, il existe de nombreuses approches pour essayer de résoudre ce type de problème. La première chose à laquelle on pense est de regarder en soi, de voir ce qu'on fait de mal, de voir où se trouvent les ressources en soi-même qui pourraient nous permettre de résoudre notre problème. Ce que moi je te propose, c'est de ne pas nous regarder tout seul, mais de regarder l'environnement dans lequel on baigne, les interactions qu'on a avec cet environnement. Ainsi, on ne regarde plus seulement en soi, mais on regarde également autour de soi, ce qui permet d'augmenter, si tu veux, l'éventail des informations qu'on peut récolter, d'avoir une connaissance plus précise de notre problème et d'avoir davantage d'idées, de solutions que l'on pourrait essayer de mettre en œuvre. Cette approche, elle s'appelle l'approche systémique. Alors tu entends bien que dans le mot systémique, on retrouve le mot système. La première chose qu'il va nous falloir faire, c'est étudier ce qu'est un système avant de pouvoir aller plus loin. C'est ce que je te propose de faire maintenant. Voilà, on va se pencher donc sur la notion de système. Alors, pour bien comprendre de quoi il s'agit quand je parle de système, je vais prendre un exemple qui est un exemple très connu, qui est celui de la forêt. Alors, la définition du système, si tu veux, c'est un ensemble d'éléments qui sont en interaction les uns avec les autres. Pour ce qui concerne la forêt, il est assez facile de lister les éléments qui la composent. Tu imagines bien une série de plantes, des animaux de toute espèce. On pourrait ajouter des champignons, des bactéries. Alors les bactéries, c'est les petits êtres vivants invisibles qui ont toute une série d'actions, et notamment qui peuvent décomposer les êtres vivants qui sont morts. On peut aussi ajouter d'autres choses, comme les sols, un sol sablonneux ou un sol rocheux. On peut également additionner les cours d'eau. On peut aussi y mettre les éléments météo, comme la pluie, le vent, le soleil, la grêle, le gel. Et on peut même aussi y inclure les êtres humains, pourquoi pas les promeneurs qui viennent se balader, qui ont une influence sur le fonctionnement de la forêt. On peut aussi trouver les habitations qui sont à côté du bois ou les industries qui profitent des ressources de la forêt, etc. Alors, une fois qu'on a ça, on n'a pas encore vraiment une compréhension tout à fait globale de comment fonctionne le système forêt. Il faut encore qu'on puisse voir quelles sont les relations que les éléments entretiennent les uns avec les autres. Tu constateras sur le document que je te montre maintenant
que j'ai pris quelques exemples. Je n'ai pas noté non plus toutes les interactions possibles, mais j'en ai noté quelques-unes, notamment le fait que les végétaux étaient en relation avec les herbivores, que les herbivores sont en relation avec les carnivores, que les carnivores, les herbivores et les végétaux sont en relation avec les bactéries et les champignons. On voit qu'il y a ces relations, mais on ne sait pas encore de quelle nature elles sont. Alors, on peut les étudier un peu et puis ajouter une petite légende au trait, comme tu peux le voir sur le document, qui précise un peu la nature de la relation. Alors, si je reprends mes exemples, on constate que les plantes sont mangées par les herbivores, que les herbivores sont mangés par les carnivores, que les carnivores, les herbivores et les plantes sont décomposés par les bactéries et les champignons. Puis tu peux encore découvrir d'autres relations que j'ai nommées sur le schéma. Il faut encore dire une chose, c'est que dans une relation, il y a toujours deux extrémités. Si je prends l'exemple des herbivores et des carnivores, ils sont deux dans la relation. Et cette relation n'est pas perçue de la même manière en fonction de l'endroit où on se trouve. Si je suis l'herbivore, la relation que je vais vivre, je vais plutôt la considérer comme étant quelque chose de négatif. Je cours un danger, je risque la mort. Tandis que si je suis le carnivore, je vais plutôt voir ça d'une manière positive, hein, puisque c'est plutôt des ressources qui sont mises à ma disposition. Alors, bon, on va davantage parler d'interaction que de relations simples. Parlons encore du système de la forêt. Tu constateras que si tu te balades dans la forêt, que tu la connais bien, puis tu n'y viens plus pendant un mois ou deux, quand tu y retournes, elle ressemble quand même grandement à ce qu'elle était quand tu l'avais quittée. Mais au fil des années, elle a quand même tendance à évoluer, cette forêt. Alors, imagine un gros arbre bien vieux qui meurt et puis qui s'écroule. Il laisse une grande trouée dans le ciel. Et de cet apport de lumière peuvent profiter une série de nouvelles plantes qui vont emmener à leur suite des petits animaux qui n'étaient pas dans le système avant. Donc il y a une évolution. Ainsi, tu peux le voir, chaque système est soumis à deux forces, deux types de forces. Des forces qui vont avoir tendance à le maintenir dans l'état où il est, et puis des forces qui vont avoir tendance à le faire évoluer. Où est-ce que ces forces prennent leur origine? Elles prennent leur origine dans les interactions qui se jouent entre les éléments du système. Je voudrais bien prendre deux exemples pour illustrer avec toi ces deux forces. Alors, si tu regardes le premier exemple, j'ai choisi une interaction entre deux éléments du système forêt. J'ai pris d'un côté les rongeurs et puis de l'autre côté les rapaces. On sait que les rapaces mangent les rongeurs. Alors, tu vois que le schéma est relativement clair, mais je vais en discuter, le commenter un tout petit peu avec toi pour être sûr qu'on se comprend bien. Alors, tu vois que la population des rongeurs, au départ, elle est nombreuse, ce qui est plutôt favorable pour les rapaces, puisqu'ils ont plein de nourriture. Alors, ils sont dans de bonnes conditions, et ils peuvent bien se reproduire et leur population augmente. Ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour les rongeurs, puisqu'ils sont beaucoup plus chassés, il y en a beaucoup qui meurent, et leur population diminue. Mais si la population des rongeurs diminue, les rapaces, du coup, ont moins à manger. S'ils ont moins à manger, ils sont moins bien lotis, et leur population diminue à leur tour. Et puis ça, c'est une aubaine pour les rongeurs, puisqu'ils sont moins chassés, et leur population peut réaugmenter, etc., etc. Tu vois que je peux vraiment continuer à raconter la même chose pendant des heures. Comme tu peux le constater sur le schéma, c'est bien une boucle, un cercle qui se dessine et qui recommence tout le temps. Les gens qui étudient les systèmes vont appeler ça une boucle, alors on comprend bien pourquoi une boucle, de rétroaction. On aurait pu dire interaction, tu vois, mais ils appellent ça rétroaction et je vais t'expliquer pourquoi. Simplement parce que un des éléments agit sur l'autre, les rapaces agissent sur les rongeurs en les chassant, et puis les chasseurs vont les rongeurs vont rétroagir, ils vont réagir. C'est ce qu'on appelle une boucle de rétroaction. Ici, on va appeler cette rétroaction négative. Alors, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de mauvais, c'est un signe mathématique, moins.
qui signifie que les effets ont tendance à être contenus. Le système reste comme il est, en équilibre. Maintenant, je te propose qu'on se penche sur un autre type d'interaction. Je suis parti exactement du même exemple que j'ai modifié un tout petit peu. Voilà, tu peux voir le schéma. Il est un peu plus difficile à lire, je vais le commenter avec toi. Ça commence exactement de la même manière. Tu constates que la population des rongeurs est nombreuse, et les rapaces sont bien nourris et leur population augmente. Et à ce moment-là, on introduit un autre prédateur. Et ce prédateur, il a un avantage sur les rapaces, c'est qu'il peut consommer d'autres proies. S'il n'y a plus de rongeurs, il peut aller manger ailleurs, des lézards ou autres. Alors, ils sont deux maintenant à chasser les rongeurs. Il y a les rapaces d'un côté, puis les nouveaux prédateurs introduits dans le système. La population des rongeurs diminue. Les rapaces n'ont plus tellement à manger et leur population diminue. Mais pas celle des nouveaux prédateurs, puisqu'ils peuvent compléter leur alimentation avec d'autres espèces. Les lézards, on avait dit. Bon, leur nombre ne diminue pas. Ce qui fait que les rongeurs sont toujours autant chassés qu'avant. Leur population continue à décroître et puis pour finir, il n'y en a plus du tout. Les rapaces, eux, n'ont plus rien à manger et ils sont obligés de quitter le système, d'aller vers d'autres forêts pour essayer de trouver de quoi manger. Les nouveaux prédateurs, eux, vont, une fois qu'ils ont décimé les rongeurs, aller manger les lézards. Une fois qu'ils auront décimé les lézards, ils vont passer à une autre espèce et encore une autre et encore une autre. C'est pour ça que tu vois que la boucle ici prend plutôt une forme de spirale. Le problème a tendance à prendre de l'expansion. C'est pour ça qu'on va appeler ça une boucle de rétroaction positive. Ici, on emploie le signe mathématique plus, simplement pour montrer que le problème prend de l'expansion. Alors, je voudrais te parler encore des limites du système. J'en ai parlé tout à l'heure. Mais c'est un peu difficile de fixer les limites d'un système parce que, à partir de quand on peut se dire tel élément n'est plus dans le système et son voisin, lui, il y est encore. Il va bien falloir fixer soi-même des limites et c'est celui qui étudie le système qui fixe les limites. Je dis ça parce que nous, quand nous allons construire notre carte d'environnement de vie, il faudra bien qu'on se fixe des bornes, des frontières, des limites. Et en fait, nous, on va se contenter d'étudier notre environnement proche. Et à ce sujet, je voudrais encore te dire que l'exemple qu'on a vu avec la forêt, c'est un exemple scientifique. Et les données qui permettent d'établir les relations, elles sont relativement indiscutables. Telle bestiole mange telle bestiole, il n'y a pas à discuter là-dessus. Mais nous, on va faire notre système, on va l'étudier dans un environnement humain. Et là, les choses deviennent beaucoup plus compliquées puisque tu comprendras qu'il y a de l'inconscient qui joue, de la subjectivité, et les choses sont donc moins claires. Et il y a une difficulté supplémentaire, c'est que on se trouvera nous-mêmes dans le système qu'on sera en train d'étudier. Ce qui fait que ce qu'on observera, ce sera de notre point de vue. Ce n'est pas la vérité, mais simplement la réalité qu'on observe depuis notre fenêtre à nous. Voilà, je pense qu'on en sait assez sur la théorie des systèmes. Nous allons maintenant examiner en quoi le fait de nous considérer à l'intérieur d'un système peut avoir des avantages. Nous avons fait le pari que c'était une bonne chose de ne plus nous considérer nous tout seuls, mais de nous considérer à l'intérieur d'un environnement avec lequel nous interagissons. Alors, quels sont les avantages de ce type d'approche ? Eh bien, premièrement, on peut se dire que les informations ne viennent plus simplement de nous, mais elles viennent non seulement de ce que nous avons en nous, mais aussi de nos interactions et de tout l'environnement qui nous entoure. Ça fait donc vraiment une quantité de données beaucoup plus importante qui nous permettront de mieux connaître notre environnement de vie, de mieux nous connaître nous-mêmes et d'avoir des pistes de solutions qui sont beaucoup plus nombreuses. Ensuite, quand on y regarde, quand on sait que nos comportements ne sont pas forcément que de notre bon vouloir, mais qu'on dépend, nous, des interactions qu'on a avec notre environnement, eh bien, on ne peut plus porter l'entière responsabilité de ce qu'on fait,
puisque une partie de nos attitudes, de nos comportements sont influencés par notre environnement. Alors on a moins de culpabilité. Et on sait que quand la culpabilité est réduite, on se sent quand même mieux. Et c'est une très bonne chose de se sentir mieux. Mais ce qu'on vient de se dire pour nous, on peut se le dire aussi pour les autres. Si nous ne sommes pas complètement responsables de nos comportements, les autres non plus. Et c'est aussi l'influence de leur environnement qui les fait agir de telle ou telle manière, en partie en tout cas. Si on sait ça, on ne peut plus les rendre coupables de tout ce qui nous arrive. Et donc on devient beaucoup plus tolérant. Et une fois qu'on est beaucoup plus bienveillant avec nous-mêmes, beaucoup plus tolérant avec les autres, on est plus détaché des émotions, des passions, et on arrive à être plus objectif et d'être un meilleur juge. Encore un autre avantage, quand on se considère comme étant dans un environnement, on ne prend plus l'autre comme étant dans le décor, faisant partie du décor. Il est vraiment intégré à notre vie et ça, c'est quelque chose qui nous pousse vers lui, vers l'autre, pour dialoguer. Tu verras qu'il y a toute une série d'éléments qu'on peut mettre en place pour ouvrir le dialogue avec l'autre. Mais c'est vraiment une chose très importante de se dire, voilà, on n'est plus enfermé en soi, mais on peut s'ouvrir vers les autres. Tu verras également que je propose une autre formation qui est consacrée à la méditation, toujours dans le même objectif, qui est de surmonter les obstacles qui sont d'ordre psychologique et qui se dressent entre nous et le succès. Eh bien, cette méditation, je ne t'en dis pas encore beaucoup à ce sujet, mais je peux te dire qu'elle se base sur une matière première, cette matière première qui est la connaissance de ta vie, la connaissance de ton mode de fonctionnement, des informations sur ton environnement. Tout ceci va constituer une matière sur laquelle tu pourras travailler pendant les méditations. Donc c'est vraiment très intéressant ce que nous allons faire ici dans l'optique de méditer dessus juste après. Dernier avantage, non des moindres, c'est que quand tu commences à te considérer dans un système et que tu étudies ce système, tu n'es plus dans la peau de quelqu'un qui subit les événements. Tu es dans la peau de quelqu'un qui est déjà acteur, qui cherche à changer, à améliorer les choses. Et ça, psychologiquement, ça fait toute la différence. Ça occasionne, ça engendre déjà un mieux-être. Et ça, c'est pas négligeable du tout. Maintenant, je crois qu'il est vraiment temps qu'on passe à l'étape suivante qui est la description de comment il faut faire pour construire ta carte d'environnement de vie. Voilà, on entre dans une phase beaucoup plus pratique où toi et moi, nous allons construire une carte d'environnement de vie. Ce que nous allons faire, c'est, pour que les choses soient bien claires, c'est nous baser sur un exemple. On verra comment un personnage construit sa carte d'environnement de vie et on pourra s'inspirer de ce qu'il fait pour faire la même chose. Alors, tu fais comme tu veux, mais un conseil que je te donne, c'est que à chaque fois que tu sens que tu as acquis une information intéressante, il n'est pas du tout interdit que tu mettes la vidéo en pause et puis que tu essayes d'aller faire les choses et puis que tu reviennes me voir pour la suite. Si ça ne t'intéresse pas de passer à la pratique maintenant, tu peux continuer à m'écouter. Parlons de l'exemple. J'ai choisi un personnage, je vais te raconter un peu sa vie, et puis nous allons voir comment lui, il progresse à travers la construction de sa carte d'environnement de vie. Bon, mon personnage, il s'appelle Patrick. Patrick, c'est un jeune, il a 13 ans, il vit dans une famille avec un père, une mère, il a une grande sœur, il a un petit frère, il fait du foot, il est très très bon au foot. Par contre, au niveau des résultats scolaires, c'est vraiment pas ça, il est en grande difficulté. Ses résultats sont vraiment catastrophiques, il ne travaille pas, ses cours et son agenda ne sont pas en ordre, enfin rien ne va. À l'école, on lui met déjà la pression en disant que son année doit absolument être réussie et que c'est pas gagné, et que s'il ne la réussit pas, on va lui imposer une réorientation. Ça lui met beaucoup de stress à Patrick parce que
il ne sait pas ce qu'il va faire dans son avenir, il n'a pas encore d'idée, il ne se projette pas. Alors ça l'inquiète beaucoup, cette histoire de réorientation. À la maison, les choses ne vont pas beaucoup mieux puisque sa mère le houspille beaucoup, elle est tout le temps après lui, à lui reprocher qu'il ne travaille pas suffisamment, à regretter ses mauvais résultats scolaires. Et puis, à chaque fois, ça tourne à la dispute. Elle hausse le ton, lui fait pareil, puis bon, ça éclate, après ils ne se parlent plus pendant quelques heures, et puis la vie reprend son cours, et rien n'a été changé finalement. Et Patrick le regrette souvent, il essaye de faire les choses, euh, il essaye de mieux travailler, il prend les cours d'un ami pour se remettre en ordre, il essaye de tenir son agenda comme il faut, de travailler, mais au bout de quelques jours, il s'épuise, il n'y arrive pas et il retombe dans ses travers. Il essaye, mais pour l'instant, c'est un peu voué à l'échec. Alors il décide de construire sa carte d'environnement de vie. Il commence tout simplement par prendre une feuille de papier et il écrit son prénom au milieu. Facile. Ensuite, il réfléchit un peu et il va placer autour de lui l'ensemble des éléments qui constituent son environnement. Il va placer différents types d'éléments, des personnes, c'est les choses auxquelles on pense en premier, hein, des personnes, il indique les prénoms. Puis il peut aussi ajouter des événements, hein, comme quelque chose qui se serait passé dans l'enfance ou bien des vacances qui ont eu lieu. Il peut aussi placer des lieux, justement, des endroits où il aime aller ou des endroits qui lui font peur. Il peut aussi inclure des rêves, des projets, de même que des objets comme des livres, des films qu'il a particulièrement appréciés. Tu vois aussi que ces éléments ne viennent pas tous du présent. Il va placer des membres de sa famille autour de lui. Bon, c'est des personnes présentes, sa mère, son père, son frère, sa sœur, mais il peut aussi placer son grand-père qui est décédé, par exemple, hein, donc c'est une personne du passé. Il peut placer des événements du passé, et il peut placer également des éléments de son avenir, comme ses projets, ses rêves, ce qu'il compte faire plus tard. Alors, si tu regardes la carte que Patrick a dessinée, tu constates qu'il a déjà placé les différents éléments autour de lui. Il n'y a pas beaucoup de choses, comme tu pourrais le remarquer, et on pourrait regretter, on pourrait se dire, oui, mais s'il a mis si peu d'éléments, il est fort probable qu'il passe à côté d'informations importantes qui auraient pu lui apporter des solutions vraiment intéressantes. Je suis d'accord avec toi. Mais j'excuse Patrick parce qu'il est au début de la construction de sa carte. Et que plus tard, s'il lui vient une idée, il pourra rajouter des éléments. Hein, ce n'est pas interdit. Et il y a aussi une chose intéressante, c'est que les éléments qu'il a placés, c'est ceux auxquels il a pensé directement, intuitivement. C'est que donc, ils ont une importance particulière pour lui. Ce que toi tu peux faire, c'est exactement la même chose que ce que Patrick vient de faire. Tu places ton prénom sur une feuille et puis tu indiques les éléments de ton environnement autour de toi. Mais tu peux faire aussi l'inverse. Je m'explique. Tu pourrais d'abord placer tous les éléments qui constituent ta vie, puis ajouter ton nom en dernier. Ça peut être intéressant parce que, intuitivement, en fonction de l'endroit où tu auras placé ton nom, ça pourra signifier quelque chose. Est-ce que tu t'es placé en dehors du système? Est-ce que tu t'es placé en plein centre, sur le côté, à côté de telle ou telle personne? Donc ça peut être tout à fait révélateur de procéder comme ça. Bon, revenons à Patrick. Étape suivante, il décide de légender les interactions et déjà de les tracer avant de les légender. Il trace les différentes interactions qui peuvent exister entre les éléments de son système et il rajoute les petites légendes. Comme tu peux le constater sur le schéma,
C'est assez, on va dire, brouillon. Il n'y a pas beaucoup de détails, toutes les interactions ne sont pas placées, et puis les légendes sont quand même relativement succinctes, elles sont brèves. Mais c'est tout à fait ce qu'il faut, ça lui fait une sorte de base qui va lui donner des directions dans lesquelles il pourra aller pour creuser les différentes interactions. Alors on va imaginer qu'il fait ça. Il va choisir parmi ces différentes interactions disponibles, il va en choisir une qu'il va creuser plus en profondeur. Imaginons qu'il choisisse d'explorer sa relation avec le foot. Alors on pourrait se dire, et on aurait raison, que a priori c'est pas la relation la plus importante dans sa problématique. Mais dis-toi que ça peut être intéressant d'entrer dans cette étude de ta carte d'environnement de vie par une relation qui n'est pas trop porteuse d'émotions, de sentiments, quelque chose d'un peu plus neutre. C'est une bonne manière d'entrer dans cette étude. Alors, il étudie cette relation et il conviendrait qu'il note tout ce à quoi il pense dans un petit carnet qu'il mettrait dans sa poche et qu'il peut garder avec lui tout le temps au cas où une idée lui viendrait. Et il note dans son carnet toute une série d'informations sur la relation qu'il entretient avec le foot. Par exemple, je joue dans tel club, j'occupe le poste de gardien, l'entraîneur me considère comme étant le meilleur gardien de l'équipe, j'ai 2 entraînements par semaine, un match le week-end, parfois ça me prend tellement de temps que je n'ai pas le temps de travailler sur mes devoirs à la maison, etc., etc. Tu peux faire exactement la même chose. Ça prend du temps, évidemment, hein, on ne le fait pas en une seule journée, hein, ça se fait vraiment au fil des semaines, voire au fil des mois. Ici aussi, je peux te proposer une autre manière de faire. Si tu veux, tu pars de ta carte avec aucune interaction tracée, seulement ton prénom et les éléments autour, et tu ne traces rien. Tu ne traces qu'une seule interaction, et puis tu l'étudies avec ton petit carnet. Puis une fois qu'elle est bien étudiée, tu retraces une deuxième interaction et tu l'étudies à fond et ainsi de suite. Tu verras que à la fin, une méthode ou une autre, ça fera aboutir au même résultat. Voilà. Alors, que fait Patrick maintenant avec cette carte une fois qu'elle est bien avancée? Eh bien, il va essayer de la faire parler. Alors comme je te le montre ici dans l'exemple, tu vois qu'il a entouré en bleu la relation qui semblait lui poser problème, qui est la relation avec sa mère. Il se dit que c'est de là que viennent les tensions. Bon, alors avec toutes les informations qu'il a, lui il a beaucoup plus d'informations que ce que nous on a avec le petit exemple. Et lui il a vraiment étudié son système, donc il le connaît vraiment bien, il pourra pêcher des informations par-ci par-là. Alors voilà ce qu'il pourrait se dire. Je vais parler ici à la place de Patrick. Donc il pourrait se dire, voilà, la relation qui me pose vraiment problème, c'est celle que j'entretiens avec ma mère. J'étudie ma carte que j'ai construite patiemment et je remarque une chose, c'est que ma mère, elle a vraiment eu une peur énorme lorsque j'avais 5 ans, j'ai failli me noyer et vraiment ça l'a terrorisée. Mais je me pose une question, moi, c'est puisqu'elle a eu tellement peur de me perdre, comment ça se fait qu'elle semble tellement me mépriser maintenant? Je ne comprends pas, ça n'a pas l'air cohérent. Moi, je m'imagine, depuis mon point de vue, que si ma mère a eu tellement peur de me perdre, elle devrait être en train de me cajoler. Mais c'est pas ça qui se passe et je ne comprends pas. Bon, Patrick ne comprend pas, il décide de se pencher sur l'autre aspect de la relation, c'est-à-dire lui-même. Et il se dit, bon, quand je me regarde, je me sens pas à l'aise dans la famille parce que euh, j'ai l'impression que personne ne s'intéresse à moi. Il regarde son schéma et il constate en effet que bon, sa mère est tout le temps après lui, il est en dispute avec sa sœur puisqu'il remarque que sa mère a l'air d'être plus intime avec sa sœur qu'avec lui, ce qui ne lui plaît pas.
Il remarque aussi que son père est distant, il n'est pas beaucoup à la maison, il n'intervient pas dans sa scolarité, et donc Patrick a vraiment l'impression que finalement personne ne s'intéresse à lui. Bon, il réfléchit un petit peu et il fait une hypothèse. Une hypothèse, ça veut dire que ce qu'il va avancer maintenant, il n'est pas certain que ça soit la réalité. Mais c'est une hypothèse qui a de la valeur, tu verras. Donc il se dit, mais finalement, est-ce que le fait que je travaille pas bien à l'école, est-ce que ça n'arrangerait pas en même temps ma mère et en même temps moi? Alors il s'explique. Il dit, moi, quand je ne travaille pas, ma mère, elle vient pour m'engueuler, c'est sûr, mais au moins elle vient. Ça me fait de la souffrance et ça crée de la tension, mais néanmoins, elle manifeste de l'intérêt pour moi. Et le fait que moi je ne travaille pas à l'école, ça peut aussi l'arranger elle. Parce que si elle a eu peur de me perdre, elle veut peut-être me considérer encore comme un bébé. Elle veut peut-être que je ne me développe pas, que je ne prenne pas mon indépendance et que finalement c'est une bonne chose que je reste à l'état de petit garçon qui ne progresse pas. Alors il repense un peu à la théorie, Patrick, à ce moment-là, et il se dit, mais est-ce qu'on n'est pas dans une boucle de rétroaction négative, hein? Tu te souviens, ce sont les interactions qui ont tendance à faire que le système reste exactement comme il est. Voilà, excellente chose pour Patrick, il a déjà une idée de la problématique. Maintenant, il faut passer à l'action, il faut faire quelque chose. Et que va-t-il faire? Il regarde encore sa carte et il constate une chose très intéressante, comme tu peux le voir, c'est que son père est très distant. Et là, il réfléchit. Il se dit, on est dans un système. C'est-à-dire que si ma mère se comporte de telle façon, c'est peut-être pas uniquement à cause de la relation qu'elle a avec moi. Et si moi je me comporte de telle façon, c'est peut-être pas uniquement à cause de la relation que j'ai avec elle. Il y a peut-être d'autres éléments qui entrent en ligne de compte. Et pourquoi pas mon père? Alors Patrick réfléchit encore et il se dit, bah oui, mon père est distant. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il ne s'intéresse pas à moi. Et je n'ai que finalement cette manière qu'on s'intéresse à moi, cette manière de ne pas travailler à l'école. Mais s'il faisait des activités avec moi, bah, peut-être que je ressentirais plus qu'on a de l'intérêt pour moi. De même, il y a une relation entre mon père et ma mère. Si mon père s'investissait un tout petit peu plus dans ma vie d'ado, bah, peut-être que ma mère ne porterait pas à elle toute seule la responsabilité de me protéger. Elle verrait qu'il y a une autre forme d'autorité, l'autorité paternelle, qu'il y a une autre forme de protection qu'elle pourrait constater au travers des activités qu'on aurait, mon père et moi. Hein, je parle toujours à la place de Patrick. Alors, il a découvert un truc qui est formidable avec cette idée de carte. On n'aurait jamais pu le trouver autrement. C'est que pour soigner la relation entre lui et sa mère, eh bien, la première personne à aller voir, c'est pas sa mère, mais c'est bien son père. Alors, c'est super facile à dire. Maintenant, pour le faire, c'est autre chose. C'est pas facile, surtout dans un environnement familial, d'aller discuter avec quelqu'un, puisqu'il y a toujours de l'émotion, des tensions, beaucoup d'enjeux, et ça peut vraiment vite conduire à des situations qui sont vraiment difficiles. Alors, je propose de parler avec toi d'une technique qui est vraiment très intéressante et qu'on va essayer d'appliquer ensuite à notre exemple. C'est ce qu'on appelle la technique de la communication non violente. Je t'en parle tout de suite. Alors, qu'en est-il de la communication non violente? Tu sais bien que quand deux individus sont en train de discuter, il peut très vite arriver que l'un s'emporte, puis que l'autre réagisse mal, qu'il y ait des incompréhensions, qu'on finisse par s'énerver, puis que le dialogue devienne complètement stérile. C'est ce qui pourrait arriver pour Patrick s'il discute avec son père sans forcément de préparation. Alors, quand on veut faire de la communication qu'on appelle non violente, on doit partir de deux exigences. La première, c'est le respect pour soi-même. On veut ne pas mentir
C'est pas parce qu'on désire que la communication reste sereine qu'on va cacher les choses ou les minimiser. Non, si j'ai besoin de quelque chose, je dois le dire. Je dois être assertif, c'est-à-dire que je ne dois pas masquer mes besoins, mes envies, mes convictions. Mais je dois les dire d'une certaine façon. C'est donc de la bienveillance envers moi-même. Mais je dois aussi avoir de la bienveillance envers l'autre. Je dois trouver les mots pour ne pas le brusquer, ne pas le frustrer, ne pas l'énerver. Et on constate qu'à travers tout le parcours qu'on a déjà fait ensemble, toi et moi, cette idée de système d'environnement de vie, on est déjà dans cette optique d'être bienveillant avec soi et d'être bienveillant avec l'autre. Il y a 4 étapes, si tu veux, dans l'établissement d'une communication non violente. Je vais te les décrire et puis ensuite on tentera de les appliquer au cas de Patrick. La première chose à faire, c'est avec ton interlocuteur, hein, tu le regardes, tu lui dis, tu lui fais une description des faits qui sont en cause. Tu lui décris la situation de la manière la plus objective possible, sans émettre de jugement. Simplement décrire ce qui est. Deuxième étape, c'est de faire part de tes sentiments, hein, de ce que cette situation provoque en toi comme émotion, comme sentiment, de la colère, de la frustration, de l'humiliation, etc. Troisième étape, tu vas parler de tes besoins, de ce qu'il faudrait que tu reçoives pour que le problème soit résolu. Par exemple, qu'on te donne plus d'autonomie, qu'on te témoigne plus de respect. Et puis la dernière étape est de proposer une solution ou de formuler une attente concrète, c'est-à-dire vraiment qu'on puisse mettre en place, comme par exemple, je souhaiterais que tu me laisses rentrer à 21h30 au lieu de 21h. On ne peut pas faire plus concret. Bon, alors maintenant, voyons comment on peut appliquer ça au cas de Patrick. Alors imaginons, Patrick, il décide d'aller voir son père et de lui parler. Et il lui dit, étape 1, il lui expose les faits. Il lui dit, papa, voilà, je suis souvent en dispute avec maman au sujet de mon travail scolaire. Ces disputes ne conduisent à rien, la situation ne s'arrange pas. Et toi, je trouve que tu es très distant de moi pour les activités et en même temps pour mon travail scolaire. Première étape. Deuxième étape, il va parler de ses sentiments à son père. Il va dire, voilà, j'ai vraiment le sentiment qu'on ne s'intéresse pas à moi. Troisième chose, il va parler de ses besoins. Il va dire, voilà, moi j'ai un besoin de reconnaissance et j'ai également un besoin de vivre plus en paix, que les tensions à la maison diminuent. Il va ensuite parler de ses attentes concrètes et il va dire à son père, est-ce que ce ne serait pas une bonne chose si le week-end, on pouvait se retrouver, toi et moi, pour une petite balade par exemple, où on pourrait discuter et échanger, par exemple sur ma scolarité ou sur tout un tas d'autres choses. Donc on voit vraiment là que Patrick peut passer à l'action. Alors cet exemple a l'air un peu bateau et facile, et tu auras probablement raison de penser ça, puisque dans la réalité, ce n'est pas toujours simple d'entrer en dialogue avec les gens. Il se peut même que dans ton environnement de vie, il ne soit tout simplement pas possible de discuter. Alors tu te retrouves seul avec ta carte de vie et tu pourrais te dire que finalement, tu fais ça pour rien. Et là, je ne serais pas d'accord avec toi parce que rien que le fait de prendre conscience de l'environnement dans lequel tu vis, de ses influences sur toi et de ton influence sur lui, sur ton environnement, mais ça te permet déjà de ne plus tomber dans les pièges. Tu sais, les pièges dont je parlais au tout début de cette vidéo, comme commettre toujours les mêmes erreurs, jouer toujours les mêmes rôles sans fin. Là, tu deviendras plus lucide. Voilà, je pense que j'en ai dit suffisamment sur la manière de construire une carte de vie et je pense qu'il est maintenant temps de conclure. Je suis vraiment très content d'avoir partagé ces moments avec toi et j'espère t'avoir communiqué vraiment des conseils qui te seront utiles. Alors j'aimerais reprendre les éléments essentiels de ce que nous avons vu pendant cette formation. On sait que
On ressent souvent dans notre vie des obstacles, des murs invisibles d'énergie négative qu'il faut dépasser pour se sentir mieux. Nous avons choisi d'opter pour l'approche systémique, c'est-à-dire qu'on va chercher en soi les ressources et aussi dans l'environnement dans lequel on baigne. Ce qui nous permet d'avoir beaucoup plus d'informations sur ce qui nous fait de la douleur, sur ce qui nous empêche de faire ce qu'on veut. Mais ça nous permet aussi d'être plus déchargés de nos responsabilités quant à nos actes, puisqu'on sait que nous sommes en partie influencés par notre environnement. On a donc moins de culpabilité. Et ça, c'est une très bonne chose pour le mieux-être. Et puis, comme je l'ai déjà dit, on peut appliquer cela aux autres. On se dit que les autres aussi ont un comportement qui est conditionné en partie par leur environnement. Alors, on ne peut pas les blâmer et on devient beaucoup plus tolérant. On arrive à affronter les réalités avec plus d'objectivité, on est plus serein. On constate aussi que dans un système, le système m'influence bien entendu, mais j'influence aussi le système. C'est-à-dire que quand je change, eh bien, le changement que j'opère en moi va avoir des répercussions sur l'ensemble du système. Et là, je me dis, si je fais des changements pour moi, je les fais aussi pour les autres. Je me sens davantage en harmonie avec mon environnement et ça, c'est vraiment la construction de la bienveillance, la construction de l'amour. Et puis, nous avons vu que construire cette carte, c'est pas un acte simplement solitaire, mais que ça invite, dans la mesure du possible, au dialogue. Et que le dialogue ne se fait pas comme ça à l'improviste, mais qu'on peut le préparer avec ce qu'on appelle la communication non violente. Alors, je voudrais quand même attirer ton attention, pour terminer, sur les liens qui existent entre communication non violente et construction d'une carte d'environnement de vie. Si tu as construit une carte puissante de ton environnement de vie, tu vas avoir beaucoup d'informations sur toi, sur les autres, sur comment les autres et toi réagissez. Et donc, tu pourras, lorsque tu seras en discussion avec quelqu'un de manière non violente et bienveillante, tu auras déjà des idées de ce qui peut le bloquer, de ce qui peut le frustrer, de ce qui, toi, peut te bloquer ou te frustrer. Donc tu pourras, dans tes questions, dans tes propositions, dans tes manières de t'exprimer, viser plus juste et aussi trouver le moyen plus efficace de ne pas frustrer et brusquer l'autre. C'est magnifique quand même, non? Bon, alors j'espère vraiment que tu parviendras à mettre ça en pratique. Je te laisse, si tu veux, le e-book que tu pourras reconsulter tant que tu veux pour trouver des conseils, revoir les schémas que je t'ai montrés pour que tu puisses construire à ton aise ta carte d'environnement de vie. J'espère qu'on se retrouvera pour d'autres formations et d'ici là, je te souhaite une excellente continuation. Au revoir.